Bonjour Éville. Alors, en 2025, le monde de l'assurance santé, en France, ça bouge pas mal. On sait que quasiment tout le monde a une complémentaire, mais voilà, les tarifs grimpent sérieusement. Oui, on parle de hausse assez nette cette année, entre 5,5% et 8,5% selon les chiffres du cabinet Adactis. C'est pas rien. Exactement. Et face à ça, il y a un produit qui fait de plus en plus parler de lui, la surcomplémentaire santé. Apparemment, déjà un quart des salariés y ont souscrit pour renforcer leur couverture d'entreprise. Alors la question c'est, est-ce que c'est vraiment la solution miracle pour être mieux couvert sans se ruiner? C'est tout l'enjeu, effectivement. On va justement explorer ça en détail aujourd'hui. On va essayer de décortiquer ce que sont ces surcomplémentaires, pourquoi ils séduisent de plus en plus, et surtout, comment s'y retrouver dans les tarifs de 2025. Et pour ça, on va s'appuyer sur une analyse assez fouillée du comparateur JeSwitch.fr. Ils ont regardé les offres de plus de 50 assureurs. Super. Alors, allons-y. Entrons dans le concret. Les tarifs pour 2025, ça va de 4 euros à 30 euros par mois. C'est énorme comme écart. Comment on explique ça? Mais oui, c'est large. En fait, il y a plusieurs niveaux de couverture. Vous avez une formule qu'on pourrait appeler essentielle, qui tourne autour de 4 à 8 euros par mois. Là, ça couvre vraiment le minimum. Le ticket modérateur, ce qui reste à payer après la Sécu, et le forfait hospitalier journalier. C'est souvent suffisant pour un jeune actif en bonne santé, quoi. D'accord, le minimum vital en quelque sorte. C'est un peu ça. Ensuite, il y a la formule équilibrée. D'après JeSwitch.fr, c'est la plus fréquente. On est plutôt entre 10 et 18 euros. Et là, on ajoute des choses importantes. Des renforts en optique, en dentaire, et ça commence à couvrir les dépassements d'honoraires. C'est souvent le bon compromis pour une famille, par exemple. Logique. Et la dernière? Et enfin, la premium, qui va de 20 à 30 euros. Là, on cherche la couverture maximale sur quasiment tout. Ça peut inclure les médecines douces, les cures thermales. C'est souvent le choix de personnes avec des besoins spécifiques importants ou des seniors. D'ailleurs, l'âge, ça joue énormément. L'étude montre qu'à 65 ans, on perd environ 40% plus cher qu'à 25 ans pour les mêmes garanties. Ah oui, 40% de plus, c'est considérable. Mais ça amène une autre question. Si on a déjà une mutuelle via entreprise, une mutuelle obligatoire, pourquoi on irait rajouter cette couche de surcomplémentaire? Excellente question. Eh bien, parce que même avec cette mutuelle d'entreprise, le reste à charge, c'est-à-dire ce qui sort vraiment de la poche après tous les remboursements, il reste souvent significatif pour beaucoup de gens. L'étude de JeSwitch.fr est très parlante là-dessus. 67% des Français payent encore plus de 200 euros par an de leur poche en frais de santé. Plus de 200 euros par an, même avec une mutuelle? Oui. Et les postes les plus coûteux, c'est souvent l'optique de qualité, certaines prothèses dentaires, et puis bien sûr les dépassements d'honoraires des médecins spécialistes, surtout dans les grandes villes. Et il y a autre chose. Un tiers des salariés, 34% exactement, trouvent que sa mutuelle d'entreprise obligatoire n'est pas suffisante pour couvrir ses besoins réels. Un tiers, c'est beaucoup. Oui. Et ces besoins, ils évoluent avec l'âge, si une maladie chronique apparaît ou si on a besoin de consulter plus de spécialistes. D'ailleurs, le recours aux spécialistes a augmenté. Donc, la surcomplémentaire, elle vient cibler très précisément ces manques. D'accord, c'est plus clair. C'est vraiment du sur-mesure pour compléter. Mais alors, comment on choisit la bonne offre? Il y en a tellement. Oui, c'est là que ça se complique un peu. Le premier réflexe, c'est vraiment d'évaluer ses propres dépenses de santé sur l'année passée. Quels sont les postes où il reste le plus à charge après le remboursement de la mutuelle de base? Analyser son propre historique, en somme. Exactement. Ensuite, il faut comparer. Des outils comme JeSwitch.fr sont utiles pour ça. Ils permettent d'y voir plus clair. Ils mettent en avant des économies potentielles importantes. Ils parlent de 416 euros en moyenne par an pour leurs utilisateurs, souvent grâce à la négociation des tarifs. 416 euros, c'est une somme. C'est non négligeable. Mais attention, il y a des pièges à éviter. Il ne faut pas payer pour des garanties dont on n'a pas besoin. Il faut aussi vérifier les délais de carence. Ah oui, les délais de carence. Oui, ces périodes d'attente avant qu'une garantie soit active. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, parfois sur certains postes. Et puis, s'assurer que la surco s'articule bien avec la mutuelle principale, qu'il n'y ait pas de doublons inutiles ou de conflits. Et pour l'avenir proche, disons 2025-2026, quelles sont les tendances à Evolve? Alors, on s'attend à une certaine stabilisation des hausses de tarifs, peut-être autour de 3-4% en 2026, donc moins que cette année. Et on voit apparaître des contrats plus souples, plus modulaires, parfois même sans délai de carence sur certains postes, et qui intègrent de plus en plus des services comme la télémédecine. Ça, c'est une tendance de fond. D'accord, donc si on devait résumer tout ça,
La surcomplémentaire, finalement, c'est pas juste une dépense de plus. C'est peut-être un outil d'optimisation assez ciblé pour faire face à des coûts de santé qui augmentent et à des besoins personnels qui se précisent. L'année 2025 semble être un bon moment pour faire le point sur sa couverture. Oui, tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est cette tendance vers une personnalisation de plus en plus poussée de la couverture santé. On sort vraiment du modèle taille unique. Les outils comparatifs aident à ajuster très finement sa protection à ses besoins réels. Et bien sûr, à son budget. Donc, l'action clé pour chacun, c'est vraiment l'évaluation personnelle, hein. De quoi a-t-on vraiment besoin comme complément de sécurité? C'est ça. Et pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de l'aspect purement financier et immédiat, on pourrait se demander comment cette segmentation de plus en plus fine de la couverture santé pourrait, à terme, modifier notre approche de la prévention et la manière dont on gère notre propre capital santé. C'est une question de fond, je pense.